Bonsoir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être en si grand nombre pour cette soirée sur les pouvoirs et contre-pouvoirs aux États-Unis. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous accueille ce soir. Tantôt, on parlait avec Elisabeth, puis on se disait, c'est un peu comme une thérapie de groupe, hein? On a besoin d'être ensemble. On n'a pas fait cette conférence en ligne, on voulait vous avoir ici, dans notre amphithéâtre. Je me présente, je suis Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des sciences. Cette semaine, il y a eu une collègue de l'UQAM qui a participé à notre conférence sur la souveraineté de l'Arctique la semaine passée, qui m'a dit qu'en assistant à cette conférence, elle avait mieux compris ce qui se passait, elle avait enlevé un petit peu ce brouillard qui l'habitait et que ça lui avait fait énormément de bien, que ça l'avait apaisé, même si au final, le contenu de la conférence n'était pas tant apaisant que ça. Alors, c'est ce qu'on veut faire au Cœur des sciences avec cette série de conférences sur les enjeux géopolitiques Canada-États-Unis. C'est vous aider à mieux naviguer dans cette actualité, d'avoir des clés de compréhension, de prendre du recul, de mettre les choses en perspective. Alors, j'espère sincèrement qu'on va y parvenir et puis qu'à notre manière, on va vous aider. Donc, aujourd'hui, la conférence est organisée dans le cadre du Printemps de la recherche et de la création de l'UQAM. Et donc, je voudrais remercier chaleureusement le vice-rectorat de la recherche, création et diffusion de l'UQAM qui nous a soutenus pour organiser cette conférence. Je remercie également le ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie qui soutient notre programmation depuis plusieurs années. Et puis évidemment, toujours un grand merci. Je souligne la qualité du travail, le dévouement de toute l'équipe du Cœur des sciences que vous avez rencontré, soit à l'accueil et qui est aussi ici à la technique, derrière la caméra. Donc, dites-leur un gros merci chaleureux. Alors, avant de passer la parole à notre conférencière, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. En principe, ça va durer autour de 50 minutes, peut-être 60 minutes, mais elle a un chronomètre ici, donc ça ne devrait pas trop dépasser. Et par la suite, on va passer à une période de questions. Vous avez peut-être vu, il y a des micros de chaque côté de la salle. Je m'attends à ce que vous ayez beaucoup de questions, que vous soyez nombreux. Alors, vraiment, je vous demande d'avoir des questions les plus concises possibles et d'éviter les préambules. Je peux compter sur vous? Parfait. La conférence va être filmée et elle va être retransmise sur notre chaîne YouTube dans 1 ou 2 semaines, le temps qu'on fasse un petit montage. Donc, on ne filme que la conférencière, vous n'êtes pas filmé. Et pendant la période de questions, on va entendre juste le son de votre voix. Si parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas confortables avec ça et puis qui veulent qu'on supprime cet extrait-là, il n'y a vraiment pas de problème. Vous venez me voir, on identifiera la partie en question et on la coupera au montage. Alors, ce soir, donc, nous avons le plaisir de recevoir Elisabeth Vallée. Vous la connaissez probablement car elle intervient souvent dans les médias comme experte sur les questions des États-Unis. Elle est directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM et elle est professeure agrégée au Collège militaire royal de Saint-Jean. Elle s'intéresse tout particulièrement aux questions des frontières et au système politique américain. C'est donc la bonne personne pour vous parler des pouvoirs et contre-pouvoirs aux États-Unis ce soir. Et j'aimerais souligner aussi le fait qu'Elisabeth nous a demandé, avant sa conférence, de vous envoyer un sondage, vous l'avez tous reçu, pour que vous commenciez à nous poser les questions qui vous inquiètent, auxquelles vous voulez avoir des réponses. Et elle a monté sa présentation en fonction de vos questions, en fonction de vos préoccupations. Donc, je la remercie. C'est une attention vraiment très particulière et qu'on apprécie beaucoup. Alors, je vous laisse avec elle et je vous retrouve à la période de questions. Bonne conférence. Bonjour à tous. Merci Stéphane. Avant toute chose, je dois commencer par le fait que ce que je vais dire ce soir ne reflète en aucun cas les institutions auxquelles j'ai le plaisir d'être liée. Je m'exprime ici à titre personnel en me fondant sur mon travail, sur les recherches de mes collègues et je dois ajouter sur le travail de mon équipe de recherche, on l'appelle la Team Géopo entre nous, qui est une équipe de jeunes chercheuses. Il n'y a que des femmes dans mon entourage depuis quelques années et dont je veux souligner la grande contribution parce que derrière
tout chercheur, bien souvent, il y a une armée de jeunes chercheurs, de jeunes pousses qui vont prendre la relève un jour, me tasser et prendre ma place, et j'en suis très heureuse. Je veux également remercier le Cœur des sciences qui joue un rôle essentiel dans la diffusion et la vulgarisation et la promotion de la recherche scientifique. Aujourd'hui, plus que jamais, l'université est un outil essentiel dans une société, car justement, il y a un lien étroit entre le discours qu'on entend à l'université, puis l'UQAM, on le sait, c'est bouillonnant, et la capacité d'innovation. Il y a un lien extrêmement étroit entre cette capacité de faire avancer la recherche parce qu'on est dans un espace libre et la capacité de communiquer des faits scientifiques. Les faits scientifiques, c'est la base de la démocratie, c'est ce sur quoi c'est notre consensus commun sur lequel on peut s'entendre et commencer à avancer, vous aurez compris. Donc, c'est aussi de ça dont on va parler ce soir. Enfin, j'aimerais vous remercier de votre présence, d'avoir pris le temps de poser des questions. J'ai vraiment apprécié, c'était vraiment très aidant de pouvoir construire à partir de ce que vous avez dit, parce que l'objectif, lorsqu'on est un chercheur, on bénéficie de fonds de recherche, on joue sur des fonds publics, sur vos taxes. L'idée, c'est aussi de vous rendre ce que vous nous donnez. Donc la recherche n'est pas uniquement dans une tour d'ivoire, la recherche n'est pas juste pour nous, la recherche, elle est pour vous, pour nous collectivement comme société. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Bon. Nous avons la politique de notre géographie. Truman disait que si on ne supporte pas la chaleur, il faut sortir de la cuisine. Sauf qu'ici, nous, on est assis sur la cuisinière. Ou dans le lit de l'éléphant, dépendant de comment on regarde les choses, si on pense à Trudeau père. Alors, on va essayer de décrypter un petit peu ça. Les États-Unis, tout petit peu d'histoire. Pour comprendre la complexité de ce que sont les États-Unis aujourd'hui, il faut revenir avec cette carte. Vous savez, lorsqu'on invoque les pères fondateurs, un peu comme les rois thaumaturges, en disant « Ah, les pères fondateurs », on dit les pères fondateurs parlaient d'un tout petit pays qui est ici encerclé par le vert. C'est les 13 colonies initiales. Donc, ce dont on parle à l'époque, la constitution sur laquelle on voit les Américains déchirer leurs chemises aujourd'hui, c'est une constitution qui parlait de ce tout petit pays côtier qui est bien différent de celui que l'on voit aujourd'hui. Les insécurités psychologiques profondes qu'éprouvent certains Américains au regard de l'identité de leur pays sont aussi basées sur cette carte-là. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui met du temps à se finir. Regardez un peu, les derniers États à rentrer dans l'Union rentrent au début continental, rentrent au début du XXe siècle, en 1912. On est à la veille de la Première Guerre mondiale et le pays se termine. Et il y a des endroits aux États-Unis qui ont parlé espagnol plus longtemps qu'ils n'ont parlé anglais. Allez à Sainte-Augustine, c'est la première chose en Floride que l'on va vous dire. Ici, c'est hablamos espagnol, pendant très longtemps. Donc c'est aussi le cas à un certain nombre d'endroits. Donc ce pays qui a du mal à se finir, ce pays qui est complexe, au fond, la Constitution a essayé de saisir ces éléments-là. Quand on regarde les poids et contrepoids, les pouvoirs et contre-pouvoirs, on parle beaucoup de séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, elle est d'abord conçue de manière horizontale et en termes géographiques. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à regarder un pays, en fait, qui est un pays immense et qui est un pays qui, désormais, est un pays qui a une population qui est très variable. Mais déjà, à l'époque, l'essentiel de la population se situe sur les côtes. Regardez cette carte. Cette carte, elle vous raconte l'histoire de la concentration de la population à l'heure actuelle. Évidemment, ça a un impact. Si on faisait voter les Américains, par exemple, pour le président au suffrage universel direct, ce sont les piquants rouges qui éliraient le président. On aurait un portrait vraiment différent. Mais l'idée, voilà, avec les États-Unis, l'idée, c'était de créer cette unité, cette identité d'un État continental. Donc, on va décider d'accorder à chacun des États, quels que soient les États, une voix de sénateurs, des représentants. Alors, c'est pour ça qu'on a des petits États au centre qui, de toute manière, vont avoir au moins 3 personnes pour les représenter au niveau du Congrès. Et dans une certaine mesure, lorsqu'on regarde ça, c'est logique. Il est logique que la ruralité aux États-Unis, qui géographiquement représente une grande partie du continent, se fasse entendre. Pour avoir grandi sur une ferme, je peux vous dire que parfois, les capitales sont très loin des réalités de ce qu'on vit. Donc il y avait une espèce de bon sens à utiliser, à représenter
à diviser le pouvoir et à faire en sorte que, justement, tout cet espace soit représenté. C'est la première chose, donc une division horizontale. C'est ce qui explique, là, par exemple, l'élection du président telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Il doit pouvoir être légitime à travers tout le pays et pas uniquement là où on voit les pics rouges. Mais bien entendu, si aujourd'hui le président était lié en fonction de cette carte, eh bien, on aurait essentiellement des pics violets, peut-être un peu bleus, là où vous voyez la concentration de population, parce qu'il se retrouve que c'est là où est la population essentiellement démocrate. Quand on parle de poids et contrepoids, souvent, là, on ne pense plus à la division horizontale, mais à cette espèce de division en balance. Là, on va revenir au XVIIIe siècle et parler à Montesquieu. Montesquieu, qui est invoqué par les pères fondateurs, dit « il faut distinguer les pouvoirs et les fonctions ». C'est l'essence, en fait, de la démocratie et ça va constituer l'assise de l'état de droit. Mais Montesquieu ne dit pas que c'est une séparation stricte des pouvoirs. Il ne dit pas que ces pouvoirs doivent coexister les uns par rapport aux autres. Montesquieu dit, attendez, le pouvoir arrête le pouvoir. Donc en fait, on est toujours dans une espèce de quête d'équilibre constant parce que l'un pousse contre l'autre. C'est exactement ce qu'on voit dans le régime politique américain. Chaque pouvoir ne peut pas dégommer l'autre, mais chacun peut influencer l'autre pouvoir. C'est pour ça que le président va nommer les juges à la Cour suprême sur confirmation du Sénat, que le Sénat et où la Chambre des représentants va pouvoir mener des commissions d'enquête sur les actions de l'exécutif, etc. Donc il y a vraiment cette idée que le pouvoir, en étant divisé, a une espèce d'équilibre. Sauf que c'est une balance. Alors ça penche d'un côté, ça penche de l'autre. Ce qui est intéressant de voir dans l'histoire, lorsque la Constitution est adoptée, c'est presque un accident de l'histoire, le moment où la Constitution est adoptée, parce que, au fond, lorsqu'on se réunit à Philadelphie, à la fin du XVIIIe siècle, c'est pour essayer de remédier à des dysfonctionnements. On a une espèce de grand congrès continental où les 13 colonies essayent de s'entendre, tout le monde tire à hue et à dia, ça ne fonctionne pas. Donc les pères fondateurs vont se réunir à plusieurs reprises, ils ne vont pas toujours être d'accord, les fédéralistes, les antifédéralistes, on connaît toute l'histoire, Washington, Madison, etc. Et là, à un moment donné, dans la salle, ils se disent, oui, mais avec les expérimentations constitutionnelles, on le voit que le système d'assemblée absolue, on a tous eu des assemblées syndicales, ça fonctionne jusqu'à un certain point, ça prend du temps à décider. Il faudrait peut-être un exécutif quelconque. Débat sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme pouvoir exécutif. Là, personne ne s'entend et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est un tyran. Les pèlerins ont fui à bord du Mayflower l'Europe en cherchant une liberté d'expression, une liberté de religion et la capacité de pouvoir agir, de pouvoir détenir une portion du pouvoir. On veut éviter à tout prix le tyran. D'où le fait qu'on se dise peut-être qu'une assemblée, un directoire, un triumvirat, un consulat, quelque chose, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, quelqu'un dit on pourrait peut-être avoir un président. Tout le monde fait OK, mais un petit président. Donc, le premier article de la Constitution est consacré à l'institution la plus importante du régime politique des États-Unis, et c'est le Congrès. C'est l'Assemblée, les représentants, le peuple. On peut longuement discuter sur qui était présent au Congrès, quelle représentativité, où étaient les femmes, les autochtones et les Afro-Américains. C'est une note de bas de page qu'on garde pour plus tard. Mais le premier article de la Constitution, c'est le Congrès. Et le Congrès, il y en a pour des articles. Et section 2, le président. Quelques lignes. Pas si important, le président. Pendant longtemps, le Congrès va tenir le haut du pavé. Une fois que Washington a décidé qu'il sortait de l'équation, qu'il faisait une adresse à la nation, il disait au fond, on va garder les choses pour nous, se tenir loin de l'Europe, parce que l'Europe a fait beaucoup d'interférences dans la politique américaine et dans la Révolution. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec un Congrès qui est quand même assez puissant, tellement que être président, c'est pas vraiment glamour. En fait, il y a même un président qui, lorsqu'il a reçu l'enveloppe lui disant qu'il était élu, qui était en pordu, a dit « c'est pas vrai que moi je paye le timbre ». Donc, a renvoyé l'enveloppe, il a dit « vous me renverrez ça quand j'aurai pas payé le timbre, puis là j'accepterai peut-être ». Donc, c'était un peu une espèce de chemin de croix d'être président. Il fallait quelqu'un à ce niveau-là. À tel point qu'au 19e siècle, à un moment donné, se pose la question, et c'est Woodrow Wilson qui
sera un président important dans l'histoire à partir de la Première Guerre mondiale. Mais au 19e siècle, Woodrow Wilson dit « La plus grosse crainte qu'on doit avoir, c'est l'avènement d'un gouvernement congressionnel. L'omnipotence du Congrès va nous nuire. » Puis survient les deux guerres mondiales, la première avec Woodrow Wilson, puis une période de repli, ensuite la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis sont intervenus. Et là, s'est posée une autre question au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Comment est-ce que se rééquilibre le pouvoir? Et ce qui a tout changé, c'est ça, c'est le fait d'avoir le bouton nucléaire. C'est logique en soi. Lorsqu'on a un pays qui doit prendre une décision, Truman a envoyé 2 bombes sur le Japon, on connaît les dégâts que ça a fait, c'est quelque chose qu'on ne veut plus réutiliser, mais il se trouve que de facto, la question de l'emploi du nucléaire se pose. La question à ce moment-là qui est soulevée, c'est est-ce qu'on prend une décision à 538 ? On réunit tout le monde dans le Congrès, puis on dit bon, puis là, on vient d'avoir un missile qui vient d'être lancé depuis l'URSS dans notre direction, un missile intercontinental. On riposte pas, on envoie les sous-marins nucléaires, seconde frappe, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire ça. Donc le nucléaire a complètement changé la manière dont on pensait les choses, parce que tout d'un coup, on a réalisé que ça prenait une personne qui prenait la décision, pas tout seul, heureusement, sinon on aurait un peu plus peur aujourd'hui, mais une personne qui est capable d'appuyer sur le bouton. Tout d'un coup, le président est devenu ce que certains de mes collègues ont appelé un monarque nucléaire. Quelqu'un, en fait, qui avait une telle force avec cet outil-là, l'aura qui venait avec, la responsabilité, que tout d'un coup, le monde venait de changer. En fait, le monde a changé pour bien des raisons. Le processus décisionnel a changé, le président s'est renforcé, le président a acquis tout un tas de structures, de ministères autour de lui qui lui ont permis d'asseoir une compétence, de développer une administration qui lui a permis d'aller beaucoup plus loin. Mais là, la question qui s'est posée à partir de ce moment-là, c'est est-ce que le risque dans le rebalancement du pouvoir, ce n'est pas non plus le risque d'un gouvernement congrès, mais le risque d'une présidence impériale? Mais ce qui est intéressant, c'est que cette question, et si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver beaucoup de photos d'Obama en Napoléon, de Bush en Darth Vader. Vous allez en trouver de ces images-là, de cette crainte récurrente qu'un jour un tyran prendrait le pouvoir. Les choses ont commencé à évoluer à partir de septembre 2001. C'est vraiment le moment où on commence à enregistrer une espèce de césure dans la manière dont les théoriciens constitutionnels pensent le président. Et en fait, on pense le président non plus comme étant un élément de l'exécutif soumis aux pressions du législatif et des judiciaires, donc contraint par le Congrès qui, lui, fait les lois, alors que le président les exécute, contraint par le juge qui vérifie que ses décisions ne vont pas trop loin ou que son exécution des lois est correcte, un peu plus libre en politique étrangère à cause du nucléaire, à cause des espaces que lui ont laissés la Constitution. Mais au fond, la question qu'on se pose depuis le départ, c'est jusqu'où est-ce que le président peut aller? Et là apparaît, sous la plume d'un juriste qui s'appelle John Yoo, en 2001, alors que Bush mène sa guerre contre le terrorisme, identifie des ennemis combattants qui sont ni plus ni moins qu'une manière de sortir les gens de l'espace du droit de la guerre, de l'espace du droit des prisonniers, de l'espace des conventions de Genève pour riposter. Donc, à partir de 2001, on commence déjà à penser certains éléments, y compris certains citoyens américains, comme pouvant se situer en dehors du droit constitutionnel régulier. Et cette théorie de l'exécutif unitaire est ce avec quoi nous sommes aux prises aujourd'hui. La théorie de l'exécutif unitaire, c'est de dire au fond, le président est le seul à pouvoir exercer intégralement la totalité du pouvoir exécutif sans contrainte. Ça explique pourquoi lui a dit d'où est-ce qu'un petit juge va venir s'immiscer dans les questions d'affaires étrangères. Le petit juge le fait parce que la Constitution parle de checks and balances, de poids et contrepoids. Lui dit non, en vertu de l'exécutif unitaire, je suis pleinement dépositaire du pouvoir. Ce qui explique, en fait, et ce sont deux une du Time qui date de 2017 et une du Economist qui date de 2025, pourquoi ce débat est récurrent. Un, le débat existe dans la psyché américaine, risque-t-on l'avènement d'un tyran? Et deux, l'évolution contemporaine de la balance des pouvoirs est favorable à cette théorie de l'exécutif unitaire et à quelqu'un qui s'en saisirait. Je veux juste dire que le chronomètre n'est jamais parti. Donc,
on est là pour la soirée. À partir de là, pourquoi est-ce que ça se met à déraper aujourd'hui? Parce que ça dérape solide. Et la raison à ça, c'est que notre système fonctionne. Il faut vraiment comprendre, la démocratie et l'état de droit sont deux outils qui fonctionnent si les gens qui les utilisent, qui les mobilisent, se comportent comme des gentlemen ou des gentlewomen. En fait, on peut presque parler de bienséance constitutionnelle. C'est une affaire d'éducation et d'élégance. C'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. Puis on le sait, y compris dans notre vie politique contemporaine, lorsque certains hommes politiques ou femmes politiques, hommes politiques plutôt, débranchissent d'un certain nombre de lignes, c'est malaisant. Parce que justement, la démocratie, c'est un sport qui se joue en obéissant de facto à des règles que personne ne nous contraint auxquelles on ne doit pas obéir, mais finalement, si. Il y a une espèce de contrainte globale liée au consensus et au contrat social. Qu'est-ce qui se passe là? D'abord, on a un congrès qui vient de changer de manière substantielle, qui, depuis longtemps, puis on le sait, on l'avait vu, on a beaucoup entendu parler du fait qu'il y avait ce blocage à Washington, le Congrès ne produisait plus rien. En fait, le nombre de lois produites par le Congrès est infinitésimal maintenant. Le Congrès voudrait peut-être travailler, mais ne produit rien. Moyennant quoi, et c'est là où on a commencé à tirer des sonnettes d'alarme, depuis plus d'une décennie, le Congrès, en fait, est l'institution que les Américains aiment le moins. Ils ont une cote de désamour qui est très élevée parce que les gens ne comprennent pas à quoi servent leurs représentants. La raison à ça, c'est que le processus est complètement bloqué. Il est bloqué parce que certaines personnes ne jouent plus selon les règles du jeu depuis longtemps. Donc ça, c'est la première chose. Et là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est un Congrès qui refuse d'agir. Parce que le Congrès a le pouvoir de faire quelque chose dans les circonstances actuelles. Mais ça fait un bout de temps qu'il refuse d'agir. Il y a quand même eu 2 procédures d'impeachment contre le président actuel. Le Congrès a choisi de ne rien faire. Donc, à la base, le problème est peut-être pas tant un problème de la présidence qu'un problème des autres pouvoirs. À l'intérieur du Congrès, il y a des mouvements, en fait, comme le mouvement MAGA, qui a capturé, en fait, l'essence de ce qu'est le Parti républicain. Il y a une espèce de push qui a été fait, de mainmise, et qui fait que ceux qui resteraient, ceux qui ne sont pas partis, en fait, hésitent à prendre la parole. Si on ajoute à ça, dans l'équation, normalement, très bien, le Congrès ne peut pas. Où est la Cour suprême? La Cour suprême. La Cour suprême a pris un certain nombre de décisions dans l'histoire qui ont été très dommageables pour l'évolution constitutionnelle américaine. La Cour suprême a d'abord choisi de faire entrer le financement électoral, le financement des entreprises à l'intérieur des élections, du processus électoral. Je vais revenir là-dessus sur l'argent et le processus électoral, mais c'est probablement la chose qu'on devrait surveiller en premier lorsqu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive démocratique. Donc la Cour suprême a pris cette décision-là. Évidemment, la Cour suprême a avalisé un certain nombre de décisions au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté des États à contrôler un certain nombre d'avenues. On pense au renversement de Roe versus Wade. Et la Cour suprême a pratiquement établi les termes d'une immunité très large, je ne peux pas dire totale, mais solidement large, pour le président dans l'exercice de ses fonctions, qui ne pourrait donc plus être condamné au criminel, même s'il commettait un crime si c'est dans l'exercice de ses fonctions. Et là, on va avoir un problème pour dissocier ça. Mais le problème dans tout ça, c'est une vieille doctrine, où le juge dit, c'est la doctrine de la question politique, où le juge dit, si le Congrès ne fait pas son travail, si le président fait mal son travail, tout ce que je peux leur dire, c'est voilà quel est ton travail, voilà quel est ton travail, débrouillez-vous. Donc cette doctrine-là fait que parfois on a l'impression que le juge est assis sur un strapontin en comptant les points, mais quelque part, parce que l'autre chose que l'on craignait, une fois qu'on a réglé le problème du gouvernement congressionnel, de la présidence impériale, la dernière chose, c'est le gouvernement des juges. Alors, c'est quelque chose qui est brandi régulièrement chaque fois qu'il y a une décision de cour qui va trop loin dans un sens ou dans un autre. Donc, les juges sont extrêmement prudents.
Et donc les juges sont aujourd'hui en première ligne dans la bataille qui est en train de se dérouler, et le Congrès a abdiqué pour de multiples raisons. Les deux personnages que vous voyez en bas sont deux Greene, Al Green et Marjorie Taylor Greene, deux univers différents, en blanc la républicaine, en noir le démocrate. Marjorie Taylor Greene a hurlé après Biden pendant le discours sur l'état de l'Union. Point. Al Green a fait la même chose pendant le discours de Trump et s'est fait sortir. Donc il y a des choix aussi dans l'application des règles internes du Congrès qui constituent des espèces de micro-abnégations, de micro-renonciations en fait, de la part des congressmen eux-mêmes qui ont choisi de ne pas appliquer le règlement de la même manière. Donc cette évolution, ce débalancement de la séparation des pouvoirs est inédite en raison de l'abdication du Congrès. C'est vraiment le moment où l'élément le plus important. À l'intérieur, me direz-vous, où sont les démocrates? Vous avez peut-être vu pendant le discours sur l'état de l'Union, les démocrates levaient des petits panneaux, les femmes étaient habillées en rose, et levaient des petits panneaux en disant « il ment, c'est pas juste », etc. On est encore dans une logique où le Parti démocrate, au moins celui qui est au Congrès, a du mal à réaliser que les règles du jeu ont changé. On vit tous dans des bulles, on a tous nos propres bulles, mais on va peut-être considérer que la bulle parlementaire, de temps en temps, vous isole un peu de ce qui est en train de se passer. Ça peut être une des explications, c'est celle qui serait la plus indulgente. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, le personnage qui revient le plus quand on étudie ce genre dans la période contemporaine, ce genre de phénomène, c'est le dévissage de la démocratie, d'une démocratie pleine et entière, vers une démocratie illibérale. Puis il y a un gars qui a déjà établi une espèce de mode d'emploi, qui a éprouvé une méthode qui fonctionne bien, c'est Viktor Orban en Hongrie. La Hongrie est encore un pays de l'Union européenne. Je dis encore parce qu'il s'inscrit souvent en faux, contredit souvent un certain nombre de normes qui ont été établies. C'est inscrit en faux dans le consensus qui a été établi à l'époque de Schuman, vraiment le pacte fondateur de l'Union européenne. Et Orban s'est assis sur un certain nombre de normes. Orban aussi a mis en place tout un rythme de démantèlement de l'État hongrois, en commençant par les tribunaux, puis les médias et les universités. En fait, c'est dans l'autre sens, les universités, les médias, les tribunaux. Et au fond, c'est cette méthode-là qui est aujourd'hui mise à l'emploi par le président américain. À l'intérieur, si on reprend ma théorie de l'exécutif unitaire, l'idée, c'est qu'à l'intérieur de l'exécutif, il y avait une espèce de micro invisible ou non mentionné, séparation des pouvoirs à l'intérieur de l'administration. Des checks and balances, il y en avait aussi au cœur de l'administration américaine. Le département d'État et le département de la Défense sont rarement d'accord sur des opérations militaires à l'étranger. Et à l'intérieur du département de la Défense, les civils et les militaires ne s'entendent pas toujours. Les vats en guerre ne sont vraiment pas toujours les militaires. Donc, toutes ces divisions internes, il y a des processus pour amener ces processus contradictoires devant le président, était une méthode checks and balances, de poids et de contrepoids. Obama, que l'on pouvait trouver un peu lent dans un certain nombre de décisions, avait maximisé en quelque sorte cette diversité-là. C'est quelqu'un qui voulait avoir tous les avis autour de la table, savoir où est-ce qu'on campait. Lorsque l'opération est déployée pour aller chercher Ben Laden à Abbottabad, Obama dit « c'est bien beau, votre opération, la CIA, là vous m'avez bien raconté vos affaires, oui, votre pourcentage est correct, mais maintenant on va faire rentrer une autre équipe qui va nous expliquer ce qu'on pourrait avoir loupé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ». Pourquoi Obama a fait ça ? Parce que sous Carter, lorsqu'on avait décidé d'aller chercher les otages à Téhéran, il y a un certain nombre de choses qu'on n'avait pas calculées. Comme par exemple, il y a des tempêtes de sable dans le désert. Oups. Donc, qui avait fait avorter, je fais des raccourcis, mais qui avait fait avorter cette opération. Donc, l'idée d'avoir cette diversité autour de la table, que vous pouvez retrouver, regardez le film 13 jours, qui est celui sur la crise des missiles de Cuba. Vous allez entendre les débats, voir comment ça se déroule. C'est exactement ça, cette diversité-là, ces checks and balances internes qui existaient. Avec la méthode de Dodge, avec Musk et sa tronçonneuse qui lui a été offerte par le président argentin Milei, afuera, si vous vous souvenez de cette vidéo-là, c'est de couper
de s'aborder, d'éviscérer cette structure-là, qui est la structure qui assure la continuité de l'État, d'une alternance à une autre, qui assure aussi que les programmes continuent à fonctionner. Donc on coupe ça et on coupe toute volonté ou toute capacité de résistance. Souvenez-vous, en 2017, la résistance, elle venait aussi beaucoup de l'intérieur, des gens qui ralentissaient les processus. Donc là, on veut essayer de faire en sorte que les gens n'aient plus cette capacité-là. S'ils sont réembauchés, ça va être de manière temporaire. Donc il y a vraiment eu cette volonté-là. Ensuite, on s'est attaqué aux universités. Vous avez probablement lu, et si vous ne l'avez pas lu, vous devez lire la lettre de Joanne Liu ce matin dans la presse. Ce que Joanne raconte n'est absolument pas étonnant. Je vais vous raconter d'autres histoires. En fait, c'est quelque chose auquel on s'attendait, mais la violence avec laquelle ça s'est exprimé, effectivement, est peut-être encore plus frappante puisque ça remonte directement chez nous. Les universités se sont fait dire, si vous ne mettez pas fin à vos politiques woke, EDI, le wokisme, on s'entend que c'est un moulin à vent contre lequel on essaye de générer des Sancho Panza et des Don Quichotte qui vont être occupés à se battre contre ça pendant qu'il y aura d'autres choses qui vont se passer ailleurs. Mais donc, si vous ne changez pas vos programmes, si vous n'éviscérez pas vos programmes, vous perdez votre financement. Si vous avez autorisé des manifestations pro-palestiniennes, vous perdez votre financement au nom justement de la lutte contre l'antisémitisme. Toujours est-il que les universités, il y en a un certain nombre qui ont ployé, qui ont obtempéré, certaines en avance. Des collègues qui m'ont écrit en me disant « on doit réviser nos syllabus, on doit repenser la manière dont on nomme les choses ». Et vous le savez, la manière dont on nomme les choses est ce qui fait la différence. Les universités. Les médias, on voit la porte-parole de la Maison-Blanche, et là on est dans un monde post-factuel. Et ça va probablement redéfinir substantiellement les choses, mais là, quand on regarde Orban ou quand on regarde Meloni, on sait que les médias sont une cible centrale, parce que c'est la seule chose qui permet encore de communiquer avec une certaine intégrité des faits. Et NPR et PBS, qui sont deux organismes publics, la radio publique et la télévision publique, sont en très grand danger. Et c'est probablement une des choses les plus graves qui puissent exister parce que, un peu comme ce qu'on voit ici, on peut maintenir Radio-Canada en coupant CBC dans le reste du Canada, qu'on va maintenir la francophonie à travers le Canada, ça n'est pas possible parce que Radio-Canada se repose sur les infrastructures de CBC. C'est la même chose avec NPR. On a beaucoup de radios qui reposent à travers tous les États-Unis, et Dieu sait que les médias locaux ne vont pas bien là-bas comme ici, mais là-bas particulièrement. Toute l'infrastructure de ces radios locales repose sur l'infrastructure de NPR. Le jour où on retire NPR, on retire l'information, y compris au niveau le plus bas, au niveau municipal, au niveau local. Ça veut dire que l'information, la capacité d'enquête, etc., est diminuée d'autant. Mais ça va plus loin. Lorsqu'on coupe le micro à Voice of America, à travers l'Europe, qui quand même avait commencé à émettre en 1942 pour lutter contre le régime nazi, ou Radio Free Asia, qui permettait d'informer des gens dans des États où il n'y avait plus de médias libres. On vient de changer complètement, de réécrire complètement l'espace médiatique mondial et nous faire reposer sur les fameux GAFAM et autres joies de ce monde. Et enfin, dans la méthode Orban, la justice, le fait que le président se présente au département de la justice physiquement pour s'adresser, parler des juges, s'adresser aux gens, etc., c'est rompre une espèce de mur de verre, un mur invisible mais qui a toujours existé ou existé dans la période récente, qui était de dire le chef de l'exécutif ne se rend pas au département de la justice. On essaye de maintenir une distance pour que la justice soit impartiale. Et là, c'est de toute évidence le message et ça n'est plus le cas. Une fois que je vous ai dit tout ça, vous me diriez, c'est pas grave, on va fermer les yeux, se boucher le nez, les Américains aussi, et puis en novembre 2026, il y a des élections. Au pire, en novembre 2028, c'est 1320 jours, c'est pas si loin. Il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la carte des Bayou Boundaries. On est en Louisiane. Ça vous donne une idée de la découpe des circonscriptions électorales. Ça va être vraiment difficile d'arriver à voter de manière équitable tant qu'on maintient ce genre de structure. Or, le problème, c'est qu'on a deux mouvements simultanés aujourd'hui. Le président américain
vient de prendre un décret sur le système électoral, pendant que devant le Congrès, il y a une proposition de loi qui s'appelle le SAVE Act. Sauver le vote, c'est l'idée. En résumé, ces deux mesures ensemble, l'une qui est opérante tout de suite, l'autre qui va l'être s'il est adopté et c'est vraisemblable, vont avoir pour effet un petit peu aussi ce qui se passe en Hongrie. Il y a toujours des élections. Les élections auront lieu, mais les élections seront bien moins libres et bien moins justes qu'elles ne l'étaient, et ce n'était pas fantastique. Pourquoi ? Parce que, par exemple, on va demander aux gens de présenter des pièces d'identité pour aller voter avec photo. Alors, nos pièces d'identité avec photo, c'est facile. Au Québec, on va présenter notre carte de RAMQ si on ne conduit pas. Ça se passe plutôt bien. Un passeport, si on a les moyens. La proportion d'Américains qui ont un passeport est très faible. La proportion d'Américains qui ont une carte d'identité avec photo valide, un exemple. Au Texas, les réseaux des universités du Texas, réseau public, les étudiants ont des cartes d'étudiants avec leurs photos, ce n'est pas admissible. Par contre, vos permis de port d'armes l'est. Et si on ajoute ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, mais si le SAVE Act est adopté, vous allez peut-être devoir présenter un certificat de naissance avec une pièce d'identité contemporaine. Pas de problème. Sauf que 80% des femmes américaines qui se marient prennent le nom de leur mari. Le certificat de naissance ne correspond plus à la pièce d'identité. Allez chercher des pièces d'identité, on pourrait vous dire, c'est pas grave, vous allez chercher une pièce d'identité d'État, une deuxième, quelque chose. Mais le bureau qui permet de faire ça est ouvert le mercredi, en fait tous les 2 mercredis du mois, entre 2h et 13h, les années bissextiles. J'exagère à peine, mais l'idée c'est de limiter l'accès. On va demander aux gens parfois de se déplacer très loin pour demander une pièce d'identité pour pouvoir aller voter. Donc, les limitations au vote sont importantes, d'où le fait qu'on a vu circuler ce que vous voyez en bas de mon écran, « Finish the job, Trump 2028 ». Donc, il y a déjà en tête l'idée qu'il pourrait faire un 3e mandat. Vous me direz, il ne peut pas. Moi, je vous dis, il peut. Qui va l'en empêcher ? Alors, ça fait partie des choses qui nous inquiètent particulièrement aujourd'hui. Et ça mène le Center for Systemic Peace, que vous voyez ici, qui dit que les États-Unis ne sont plus considérés. Donc, on a des VDEM, le Center for Systemic Peace, Freedom House, qui font des évaluations de l'état de santé des démocraties. Au fond, ils viennent prendre le pouls de chacune des démocraties avec des index extrêmement complexes. Freedom House et VDEM viennent de sortir le BC 2024. Tandis que là, le Center for Systemic Peace a dit oui, mais nous on a sorti le nôtre, mais là on pense qu'il faut faire une super grosse mise à jour tout de suite. Donc ils en sont là, ils ont dit ils ne considèrent plus que les États-Unis soient une démocratie et en fait ils considèrent même qu'ils sont aux portes de l'autocratie, qu'il fait les frais d'un coup présidentiel, d'un changement de régime en fait particulièrement violent et est tombé de 8 points dans leur index. Donc ça ne va pas bien. Et on le voit particulièrement aux frontières. Les zones frontalières, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup avec notre équipe, les zones frontalières sont des zones, c'est loin du cœur, loin des yeux. En fait, en ce moment, ça commence à être beaucoup plus près du cœur de Washington. Mais ce sont des zones d'expérimentation. Ce sont des zones où ce qui se passe, on ne le voyait pas tant. Donc, on a toujours vu un peu les zones frontalières comme des zones où il fallait regarder ce qui se passait. La surveillance, l'emploi de l'intelligence artificielle, la violence exercée vis-à-vis des non-citoyens, la violence exercée vis-à-vis des citoyens. L'American Civil Liberty Union, depuis longtemps, regarde cet espace-là, puis dit même, vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, en fait, tout autour des États-Unis, à l'intérieur, il y a une bande de 100 000, 160 km. Donc, quand on rentre aux États-Unis et qu'on se rend à Burlington, on est dans cette zone-là. C'est ce que la CLU appelle le Constitution Free Zone. Pourquoi ? Parce que c'est un vieux décret de 1953, du temps où on avait 3 gardes frontaliers qui se couraient après puis qui disaient « on ne peut pas surveiller la ligne, on a vu passer quelqu'un là-bas, est-ce qu'on peut aller l'arrêter ?» Mais là, il faudrait qu'on puisse l'arrêter à l'intérieur des terres. Donc, le Congrès a dit « oui, on va faire cette espèce de zone où vous pouvez intervenir comme si c'était la ligne frontalière. » Arrive le 11 septembre, on ressort ça des boulamites,
Et là, on dit, ben oui, vous pouvez intervenir dans cette zone-là. C'est pour ça que, de temps en temps, vous allez descendre au New Hampshire, vous allez frapper un checkpoint sur l'autoroute. C'est pour ça, qu'en vous baladant en Californie, le long de la frontière, de temps en temps, au milieu de nulle part, un checkpoint. Donc, on a toujours su que dans ces espaces-là se déroulaient des choses qui étaient plus ou moins dures, où les contrôles frontaliers, parfois situés un petit peu en dehors du droit. La CLU a beaucoup documenté ça. Donc, il est presque normal, dans un sens, qu'alors que le régime est en train d'évoluer substantiellement, ça soit aux frontières que l'on voit ça. Vous avez sans doute entendu parler de cette actrice canadienne qui s'est présentée pour renouveler son visa et qui a été arrêtée à la frontière, qui a été incarcérée en Louisiane, qui a été jetée dans ce qu'on appelle ces cellules glacées depuis longtemps. On sait qu'elles existent, mais elle les a découvertes à ce moment-là. Elle a découvert des femmes qui étaient là depuis 10 mois, qui attendaient d'être processées, d'être renvoyées quelque part. Alors, on a beaucoup parlé de ça dans la période récente, de la manière qu'on a parlé de ce qui est arrivé à Joanne Liu. Il faut quand même savoir que depuis longtemps, on sait que ça existe. On mène des entrevues avec des réfugiés ici, des gens qui viennent... Vous savez, ils sont partis d'Haïti en 2010, se sont retrouvés au Brésil. Puis là, ça s'est moins bien passé avec la Covid. Ils ont commencé à remonter. Ils sont passés à travers des pays comme la Colombie, les cartels. La jungle du Darien, c'est un des endroits les plus hostiles qui puissent exister. Ils sont passés à travers. Ils sont remontés l'ensemble des pays d'Amérique centrale. Ils sont arrivés au Mexique. Là, ils ont pris la Bestia, la bête, le train qui permet de remonter jusqu'à la frontière. Ils sont arrivés à la frontière, ils ont traversé la frontière. Ils ont fait leur demande d'asile. Parfois, ils ont traversé la frontière à la nage, dans le Rio Grande. Ils ont fait leur demande d'asile. Et vous savez ce qu'ils nous disent? Dans les histoires qu'ils nous racontent quand ils sont ici, c'est le pire qui s'est vécu, c'était aux États-Unis. Et ça, c'était avant Trump. Donc, il y a déjà, depuis longtemps, cette espèce de marginalité associée à la frontière dont on sait qu'elle existe. Donc, ce qu'on voit là, au fond, on aurait envie de vous dire, ben oui, on savait que ça s'en venait. Mahmoud Khalil, dont vous avez probablement entendu parler, qui a été arrêté sur le site de l'Université Columbia, Andrés Senedoril, qui a été arrêté parce qu'il est originaire du Venezuela, ou Rumeysa Öztürk, qui a été arrêtée, c'est une étudiante turque parce qu'elle a pris la parole, elle a écrit un éditorial sur la question palestinienne, ont été arrêtés dans la période récente. La vidéo, vous voyez une personne qui se fait arrêter avec le passage pour piétons. C'est cette jeune fille, Rumeysa, qui a été arrêtée, qui est à Tufts University, arrêtée par des gens un matin en sortant de chez elle, avec un capuchon, un hoodie, des masques, à peine une toute petite identification, et ils l'ont pris et ils l'ont emmenée. Elle ne savait pas à qui elle faisait affaire. C'était ICE, c'est le Homeland Security. Là aussi, ça c'est visible, on en parle beaucoup, parce que c'est une étudiante qui a un visa, qui probablement va être expulsée parce qu'elle a usé de sa liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas dépendante de la citoyenneté. Elle est dépendante de l'endroit où on vit. Je vous dirais, là encore, on aurait pu vous dire que pendant les manifestations de Black Lives Matter, BORTAC, qui est un groupe spécial des forces frontalières américaines, est intervenu en Oregon, masqué, pas d'identification, et attrapait des gens, les jetait dans des vannes, et ces gens-là finissaient incarcérés, mais pendant un bout de temps, ils disparaissaient. Donc là, c'est beaucoup plus systématique. Si on parle de Andrés est un jeune barbier gay du New Jersey qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il est légalement sur le territoire puisqu'il est en processus de demande d'asile. Faire une demande d'asile, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'illégal. Et il a été arrêté. Les images que vous voyez en haut et en bas, il faut que vous imaginiez. Vous retrouvez du jour au lendemain, incarcéré, puis dans un avion, puis de descendre de nuit entre des allées de gens, et vous êtes au Salvador. Bienvenue au goulag du Salvador. Et là, les gens que vous voyez là, qui se font raser la tête, ne comprennent pas tous pourquoi, enfin, ne savent pas pourquoi ils sont là. En fait, l'administration Trump n'est pas capable de dire qu'il y a des criminels dans ces gens qui se font arrêter. Ça va plus loin. Il y a une mise en scène de la frontière.
Ce que vous voyez là, c'est la première vidéo, vous l'avez certainement vue, c'est celle qui a été diffusée par la Maison-Blanche, avec des close-ups sur les chaînes aux pieds. Et de l'autre côté, j'ai oublié son nom, Christine Homme, merci. Christine Homme, qui est devant le goulag salvadorien. Et qu'est-ce que vous voyez derrière? Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a levé le cœur. Peut-être parce que je suis issue d'une région qui était à la limite de la zone libre et de la zone occupée, que nos histoires ont été que j'ai grandi pas loin de la maison des enfants d'Isieux. Peut-être que c'est pour ça que ça m'a touchée particulièrement. Je ne peux pas imaginer que ça ne vous touche pas aussi. Ça raconte tellement d'histoires. Ça raconte l'histoire des déportations, ça raconte les histoires de l'esclavage, ça raconte tellement de choses. Et c'est mis en scène. La cruauté spectacle. Tout cela nous mène à autre chose. C'est une vieille vidéo, vous vous en souvenez certainement, à un sommet de l'OTAN. Tout ceci nous mène... Ouais, on va se détendre au fur et à mesure, vous allez voir. Tout ceci nous mène à une redéfinition, un grand chambardement de l'ordre international. Pourquoi? Parce que quoi qu'on ait pensé des États-Unis à travers le temps, il reste que depuis les années 90, les États-Unis étaient quand même ceux, même avant, qui s'étaient fait un peu les apôtres du droit international. C'est sûr qu'il a été malmené, le droit international. Mais les apôtres du droit international, les apôtres de la démocratie, quelque part, l'ordre tient parce qu'il y a quelqu'un qui dit que ça existe. Puis il se trouve que cette personne-là, elle était grosse et elle avait le nucléaire. Donc ça a aidé un petit peu. À partir du moment, si vous avez déjà joué à un jeu de Mikado, vous savez, il y a comme la dernière branche qu'on retire puis tout s'effondre. On en est un petit peu là. Alors, le fait qu'il y ait une redéfinition de l'adhésion aux normes est en train de réécrire l'intégralité du socle du droit international, mais aussi du socle du système international. Donc là, notre plus grande difficulté comme chercheurs aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on repense ce monde-là? Comment est-ce qu'on pense l'impensable? Et alors qu'on brainstormait, qu'on faisait un remue-ménage d'idées, bref, on brassait des idées. Et on essayait de penser un petit peu l'état du droit international, la position du Canada là-dedans. J'ai un de mes collègues, je dois le citer parce que je rends toujours à mes collègues ce qui leur appartient, Arthur Seale, qui a dit « Mais on n'a pas envisagé l'hypothèse où notre intégrité territoriale est atteinte. » Donc on doit aller très loin dans notre processus. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein, mais ça veut dire qu'il faut le penser. Bon, il reste de l'espoir. D'abord parce qu'il y a des gens comme Daniel Drezner qui a écrit donc, cette chronique « Why I am not going anywhere ». Lui a dit, oui, il y a des gens, Jason Stanley, qui va venir à l'Université de Toronto, qui a écrit sur le fascisme, super important. Il y a des gens qui décident de partir. En fait, il y a un sondage de la revue Nature qui dit qu'à peu près 75% des chercheurs veulent partir des États-Unis. Puis il y en a d'autres qui décident de rester. On n'est pas égaux face à ce genre d'adversité et on n'a pas tous le même rôle à jouer. Donc, c'est bien correct. Drezner a dit, moi, je ne partirai pas. Je vais rester là, puis je vais continuer à écrire, puis je vais continuer à défendre les principes qui me sont chers. Des gens comme ça en prend. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a aussi des groupes comme celui que constituent Ocasio-Cortez et Bernie Sanders, qui ont mis en place une structure qui s'appelle vraiment « Fighting the Oligarchy ». On va se battre contre les oligarques. Et puis, il y a des groupes comme Indivisible. Il y en a d'autres, il y en a pas mal d'autres. Mais Indivisible, j'ai comme un fait pour cette structure-là parce que le lendemain, eux, ils étaient là. Il y a des réunions en ligne, on peut y assister, on peut regarder ce qui se passe. C'est un mouvement qui réagit à ce qui se passe, mais qui a la capacité de structurer une résistance et qui surtout offre des modes d'emploi, des éléments concrets. Donc, il reste de l'espoir, il reste d'autant plus d'espoir que les gens manifestent. Le saviez-vous? En fait, il y a plus de gens dans la rue en 2025, il y a plus de mouvements, il y a plus de manifestations, il y a plus d'événements qu'il y en avait en 2017. Sauf que, un peu à la manière des démocrates au Congrès, et un peu à la manière de toute forme de guérilla, quelle qu'elle soit, lorsque l'adversaire change, on s'adapte, ça prend du temps pour s'adapter, il se peut qu'on utilise d'autres outils. C'est ce qu'on voit ici. Petit à petit, la structuration, elle ne peut pas être dans la rue nécessairement. Je vais vous donner une raison à ça. Si jamais
les révoltes devenaient plus violentes, plus insistantes. Il y a ce qu'on voit contre les fameuses voitures électriques, mais indépendamment de ça, ça serait facile d'invoquer l'Insurrection Act et là de déployer des forces militaires et paramilitaires dans les rues. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on voit là, c'est une structuration de la résistance qui s'opère d'une autre manière. Et c'est là où c'est intéressant de voir comment nous, on se situe là-dedans. Et on a un rôle à jouer. D'abord, il y a un certain nombre de modes d'emploi qui sont créés par un certain nombre d'auteurs. Johann Chapoutot, que j'aime beaucoup, qui écrit sur le nazisme. Le nazisme, c'est quelque chose de particulier étudié à travers son prisme, parce qu'il dit, au fond, on va établir une espèce de mécanique administrative pour oublier de parler de la moralité et de la gentilité individuelle. C'est intéressant parce qu'il faut le mettre en ligne avec le livre de Timothy Snyder, de la tyrannie. Timothy Snyder dit, lui, oh, il y a des choses qu'on peut faire. Il est en bande dessinée, puis j'ai un gros faible pour les bandes dessinées, donc je vous le recommande, il se lit, c'est un charme. Et Timothy Snyder dit, il y a des manières d'agir ou de réagir à ce qui se passe à travers le monde. Il y a des outils qui existent. Simplement le fait au lieu de courir pour aller remplacer les programmes de DI dans les universités, mettons qu'on marcherait plus doucement. Mettons qu'on ferait comme les Danois pendant la Seconde Guerre mondiale, puis qu'on dirait « c'est l'heure que j'aille cultiver mon jardin. Ah non, ça, démarrer un train, je ne sais pas faire. » Je sais pas. C'est vraiment ce qui a été mis en place. Alors, c'est quelque chose qu'on voit Indivisible essaye d'utiliser ces outils et de les disséminer, de dire « vous savez, il y a d'autres façons de réagir ». Anne Applebaum est quelqu'un qui a écrit beaucoup, qui elle, est aux premières loges. C'est la femme du ministre des Affaires étrangères polonais, de gauche, et qui a vu les autocraties se mettre en place. Donc, tout ça sont des ouvrages que l'on voit se faire disséminer en partie ou tout en partie dans des groupes comme Indivisible. Le prix de la démocratie est un peu plus niché, est uniquement en français, de Julia Cagé. Je l'aime beaucoup parce qu'elle explique au fond que tout don, par exemple, à un parti politique a une valeur différente suivant que vous soyez riche ou misérable. À lire, je vous le recommande. Mais ça nous mène vraiment à là où on est. Vous avez beaucoup posé la question de qu'est-ce qui va nous arriver. La réponse est, je ne le sais pas. Mais je vais rendre à un autre collègue quelque chose. C'est mon collègue de l'Université Laval, qui est professeur en droit international économique. Et Richard Ouellet dit « il faut jouer la montre ». Au fond, c'est un peu la même chose que ce que dit Timothy Snyder en disant « on doit aller doucement ». Oui, c'est possible que ça soit vraiment dur, les périodes qu'on va devoir passer. Oui, les tarifs vont nous frapper fort, mais les tarifs vont frapper dans les deux sens. Parce que la première industrie qui va être touchée aux États-Unis et de plein fouet par les tarifs qui vont être appliqués, c'est General Motors. 750 000 véhicules qui sont importés par General Motors aux États-Unis vont être affectés par les tarifs. Alors vous me direz, ils pourraient rapatrier toute leur production. Oui, mais une chaîne d'approvisionnement, une chaîne industrielle, ce n'est pas de la pâte à modeler. Une aluminerie, avant qu'elle soit fonctionnelle, c'est une dizaine d'années. Au lac Saint-Jean, on est tranquille. Donc, jouer la montre, se dire que ça va finir par s'user, par s'épuiser, c'est viable. Pourquoi? N'oubliez pas, on nous a beaucoup dit que le président avait un mandat. Vous avez beaucoup dit que c'était un mandat fort. Si on décrypte les chiffres, le président américain a été élu par 31% de la population apte à voter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés assis sur leurs mains à la maison. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre. Ça veut dire que tout le monde ne lui est pas favorable. Et de fait, 59% des Américains considèrent que l'économie est mal gérée. Donc, vous voyez, on a une marge de manœuvre et c'est là où le Canada a un rôle à jouer. Regardez mon petit graphique de Freedom House. C'est The Economist. Le Canada est en 15e place. C'est sûr qu'on a un petit peu glissé dans la période récente, mais on reste encore une des pleines et entières démocraties au monde. C'est quelque chose qu'on doit embrasser pleinement parce que c'est ce qui peut inspirer les gens de l'autre côté. Vous le savez tous, on a tous des amis aux États-Unis qui disaient hey, « on serait-tu bien là-haut ou avec vous,
On en voit un certain nombre. En fait, il y a un Américain sur 5 qui dit tant qu'à faire, moi je voudrais bien que mon État soit rattaché au Canada, mais pas avec les États-Unis, là, sécession. Donc ce sont des éléments, et là aussi, on a des auteurs comme Snyder, comme Calderon, qui écrit dans le Guardian, qui disent oui, nous on tendrait à être divisés, unissons-nous, utilisons les divisions des autres. Donc des modes d'emploi, ça existe. Puis peut-être pour aller plus loin dans cette logique-là, je vais juste sortir pendant la minute qui me reste de l'espace strictement américain. Des initiatives, il y en a beaucoup ici. Les gens se posent des questions. Je ne sais pas si vous vous sentez seul ou s'il y a eu moi des fois devant mon café le matin, je trouvais que le temps était un peu longtemps, mais les gens se parlent. Au niveau des syndicats, les gens se parlent. Ce sont des structures. Solidarnosc, ça a été quand même l'outil qui a fait tomber le régime polonais. Donc, il y a des mécanismes, il y a des structures qui existent, il y a les syndicats se posent des questions, il y a les chercheurs se posent des questions. On peut dire comment est-ce que la recherche, elle est faite. Des gens qui ont étudié les sociétés en déliquescence, elles existent. Les gens qui ont étudié l'histoire du fascisme et comment ça se passe, ils existent. Est-ce que, puis là c'est le laboratoire sur la liberté d'expression à l'UQAC qui mobilise ça, puis qui dit, au fond, est-ce qu'on pourrait créer des outils, des trucs qu'on pourrait utiliser pour que chacun ait son rôle à jouer. Puis encore une fois, on n'est pas tous des héros, hein, mais on est chacun un petit bout de héros dans notre espace. Donc il y a ces outils-là. Et puis il y a des rassemblements ici, parce que l'idée de ne pas être tout seul, je pense que c'est déjà un début. Puis là, Alain Saunier nous a convoqués, nous, population montréalaise, le 6 avril à 13h, ou 13h30, je pense, au pied du Mont-Royal. Dans le parc Jeanne-Mance. Ça fait partie des choses qu'il faut mobiliser. Pourquoi ? Parce que dans la situation actuelle, puis je vous ai expliqué que le Canada était descendu, on est toujours sur un continuum dans les checks and balances et dans l'état de la démocratie. S'il y a une chose qu'on ne peut pas considérer comme acquise, c'est nos droits. Les femmes, on en sait quelque chose, on sait qu'on est assise sur la barrière. Et puis, on ne peut pas considérer que la démocratie est acquise. C'est quelque chose qu'on aime, la démocratie. Alors les Américains peuvent aussi voir dans l'état de la démocratie canadienne, dans l'adhésion du Canada à un certain nombre de relations internationales, les 70% qui n'ont pas voté plus que ça, d'ailleurs je ne sais toujours pas compter, 70% qui n'ont pas voté pour lui, peuvent voir dans le Canada quelque chose que nous-mêmes on a peut-être tardé à voir. Alors c'est dans ces termes-là qu'on doit voir les choses, et jouer la montre est une bonne idée. Et puis, à défaut de ça, on fait rouler la POC. Merci. Magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, 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 Elisabeth. Merci à vous tous.